Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans un format et un cadre un peu spécial. C'est la première fois je crois que vous me voyez en pied, bienvenue, j'ai des jambes. C'est incroyable. Hop. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce cadre effectivement différent de d'habitude pour vous présenter mon nouveau mur d'affiches, puisque j'ai changé pas mal de choses et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir un petit peu sur les films qui m'ont marqué, pourquoi est-ce qu'ils sont sur ce mur, etc. Bref, plein de choses. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous proposer un giveaway des anciennes affiches qui ont disparu de mon mur. Quelques petites choses avant de commencer. Tout d'abord, je vais garder le zoom à la main. Le zoom, c'est ce qui me permet de prendre le son, tout simplement parce que le fil est trop court et comme pour la première fois je vais devoir me déplacer dans le cadre, voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi si je le garde à la main. Deuxième chose, j'ai essayé de faire au maximum pour que l'éclairage soit optimal. J'ai mis des éclairages qui sont devant moi que normalement vous ne voyez pas dans le cadre, mais c'est la première fois que je tourne dans ce cadre comme ça. À mon avis ce sera aussi la dernière étant donné que c'est pas un format qui est destiné à durer sur ma chaîne. Mais voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de lumière, c'est pas optimal. Pour une fois il fait beau aujourd'hui, alors peut-être que ça va nous aider à avoir une lumière à peu près correcte. Une autre chose aussi, je voulais vraiment vous remercier pour les retours qui ont été faits sur ma vidéo d'il y a 2 semaines, à savoir la vidéo où je parlais de mon intervention au séminaire sur les carnets d'artistes. J'ai eu énormément de retours vraiment très positifs. En fait, je pensais pas que cette vidéo vous intéresserait, enfin j'avais un peu peur de ce format-là. Dernière chose enfin, le prochain épisode de Ciné Pépite est terminé d'écrire, je pense que je vais le tourner ce mois-ci et peut-être le monter d'ici la fin du mois, donc ça arrivera fin avril, début mai, le prochain épisode de Ciné Pépite et j'ai très hâte de vous le présenter. Et une dernière chose avant de commencer, cette vidéo est faite pour être à la cool. Pour moi c'est une vidéo un peu détente parce que la semaine dernière j'ai eu une très grosse semaine, j'étais sur le festival Ciné Latino, en fait à la plateforme professionnelle, je suis flinguée. J'espère d'ailleurs que j'aurai assez d'énergie et que la vidéo va être assez péchue. Ne prenez pas cette vidéo comme une vidéo où je vais enchaîner des critiques de films et dire des choses qui sont extrêmement profondes et pertinentes. Alors normalement à ce moment-là, je vais vous incruster une vidéo de mon ancien mur d'affiches. Vous n'en voyez qu'à chaque fois une toute petite partie, donc la partie qui est autour de la télévision, puisque mon cadre est assez restreint, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de changements. Il y a des affiches qui sont restées, mais que j'ai changé de place parce que en fait je voulais mettre autour de la télévision des films qui me touche un peu plus, je voulais peut-être mettre certains autres films en avant, et quand on rentre dans la pièce, il y a certains films, pour les invités, ou même pour nous qui vivons dans l'appartement, qui marquent plus, et je voulais vraiment, voilà, mettre certains films en avant plutôt que d'autres. On va commencer dans cet ordre-là, hein, tout simplement, donc on va commencer par L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, un film dont je vous avais déjà parlé, qui avait terminé dans mon top de l'année 2018, il me semble qu'il est sorti en 2018. C'est un film de genre français extrêmement intéressant, qui parle d'une théorie que je trouve vraiment pertinente sur le climat, qui est une théorie collapsologiste, à savoir la théorie de la fin du monde à cause de soucis liés au climat, à cause de soucis nucléaires, ce genre de film. Et c'est un film qui se déroule dans cette ambiance apocalyptique là. C'est un des rares films où je trouve que Laurent Lafitte joue extrêmement bien, c'est quand même assez rare pour le souligner. Et Sébastien Marnier est actuellement en train, je crois qu'il a terminé de tourner son prochain film qui va s'appeler L'origine du mal. Il s'agit de chercher dans la structure familiale patriarcale l'origine des oppressions sociales liées à toutes les questions du féminisme et aux questions des oppressions liées au genre de manière générale et aussi aux oppressions liées aux sexualités, puisque Sébastien Marnier est un réalisateur extrêmement engagé sur les questions LGBTQ+. Comment vous dire à quel point j'ai hâte de voir ce film? C'est un réalisateur que j'ai eu la chance de rencontrer. Il est extrêmement conscient de ce qu'il met dans son cinéma, il est extrêmement conscient des histoires de représentation, enfin des questions politique. C'est un cinéma qui est politisé mais qui n'est pas martelé pour autant, ça reste extrêmement fin et voilà, L'heure de la sortie est un excellent film. Je l'ai changé de place parce que je voulais le mettre en fait un peu plus en avant. Il était par là au début et ça faisait partie des films qui étaient un peu cachés par l'arbre à chat et ce genre de choses. Voilà, je voulais lui redonner une place un peu plus d'honneur. Auparavant, on le voyait dans mon cadre, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? La Cité de la Peur, une comédie française, une des grandes comédies françaises classiques. Pour moi, c'est au même niveau que Re ou que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ça fait vraiment partie du top de la comédie française. Je l'affiche en plus, franchement, avec ce petit côté hommage au film noir, avec ce côté dessiné de l'affiche, je la trouve vraiment sympa. Auparavant, elle était dans mon cadre, j'ai décidé de mettre en avant d'autres films parce que je pense que La Cité de la Peur, c'est un film qui est largement déjà assez connu et reconnu, il a peut-être pas forcément besoin d'un coup de pub, mais pour autant c'est important qu'il y soit parce que en plus c'est un film qu'on adore tous les deux avec mon copain.
Voilà, c'est important qu'il ait quand même une place d'honneur. Logan Lucky, je ne vais hélas pas pouvoir vous en parler puisqu'il s'agit, je crois, du seul film... Ouais, c'est ça, c'est le seul film sur ce mur d'affiche que je n'ai pas vu. Il paraît qu'il est très chouette et de toute façon il y a Adam Driver, donc je doute absolument pas du fait que ce soit un chouette film. Voilà, je l'ai pas vu, mais en tout cas l'affiche est sympa et Antoine aime beaucoup ce film, donc voilà, il a sa place d'honneur quand même. Je vous en ai déjà parlé lors de mes tops de mes films 2021, le film Wendy de Ben Zetlin, que je trouve être une absolue merveille et une absolue pépite de poésie, d'émotion, un retour à l'enfance mais sans ce côté niais et naïf que peuvent avoir certaines productions. C'est vraiment un retour dans une enfance qui n'est jamais fantasmée ou idéalisée, mais qui est juste simple et merveilleuse, et où on prend le temps de s'émerveiller de petites choses du quotidien, sur la petite magie du quotidien. Bon, c'est un film qui m'a fait chialer de bout en bout, je vous en ai déjà parlé énormément. Ce que je trouve dommage, c'est que l'affiche ne rend pas honneur, à mon sens, à la beauté du film, à la poésie du film. En plus de ça, je pense que ça se voit, c'est le genre d'affiche hyper chiante parce qu'elle est pas au même format que les autres. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas, petite parenthèse. Pourquoi les affiches de cinéma ne sont pas toutes à la même taille? Pourquoi il n'y a pas un format standard pour toutes les affiches de cinéma? C'est vraiment un truc que je pige pas, parce que si moi ça me fait chier en tant que meuf qui a des affiches chez moi, j'imagine même pas pour les personnes qui doivent par exemple les mettre dans des trucs en plastique dans les cinémas, ou pour les affiches publiques ou ce genre de choses, ça doit être hyper chiant en fait d'avoir toujours des formats différents comme ça. Il y a des affiches qui sont comme ça, un peu plus petites, et il y a des affiches comme par exemple celle de... celle des Bonnes Manières, par exemple, elles sont beaucoup plus grandes en fait. Celle des Bonnes Manières, ça se voit pas, mais il y a d'autres posters qui sont collés par-dessus, parce que ce soit en longueur ou en largeur, celle de Ongaku aussi, elles sont beaucoup plus grandes. C'est un truc que je comprends pas et c'est pas du tout pratique en fait. Bref, je ferme la parenthèse, mais voilà, je trouve que l'affiche de Wendy ne rend pas honneur à la beauté du film. C'est une affiche que j'ai placée assez haut et assez visible parce que je voulais quand même rendre hommage à ce film que je trouve absolument merveilleux et magnifique, mais j'avais pas forcément pour autant envie de la mettre vraiment dans mon cadre, étant donné que je trouve qu'elle est plastiquement pas hyper intéressante. Une des rares affiches qui n'a pas bougé, En guerre de Stéphane Brisé. C'est un film dont j'avais fait aussi un vlog, donc tous les films d'ailleurs dont je vous parle là, dont j'ai fait des critiques, donc il y a L'heure de la sortie dont j'avais fait une critique, Wendy dont je vous parle dans mon top de l'année, En guerre, il avait aussi fait l'objet d'une critique. Tous ces films-là, je vous mettrai dans la barre d'infos les critiques qui y sont relatées, parce que ça sert à rien que je refasse ici une critique à 100% de films dont j'ai déjà parlé auparavant. En guerre, c'est un film qui fait partie d'une trilogie réalisée par Stéphane Brisé qui parle de la société du travail et du monde du travail et des changements dans le monde du travail. Son premier film était La loi du marché, que je n'ai pas vu, avec Vincent Lindon aussi dans le rôle principal. En guerre est un film sur un militant CGT dans une usine dont l'usine va fermer, donc ça parle de toutes ces négociations avec le patronat, etc. Et son troisième film qui est sorti cette année, qui doit d'ailleurs encore être à l'affiche au moment où je vous parle, c'est Un autre monde, un juste monde, un monde. Je vous mettrai le titre exact ici. Et il s'agit cette fois-ci de prendre le point de vue du patronat. Et c'est ça que j'aime énormément avec les films de Stéphane Brisé, même dans En guerre, qui est un film extrêmement politisé, qui est un film très militant, qui parle des conditions de travail extrêmement dures, qui parle d'une société du travail qui est de plus en plus inhumaine. Et ben ce sont des films qui ne sont jamais manichéens. Même dans En guerre, où on se situe du point de vue d'un militant de la CGT, en fait, à certains moments, il y a des discussions avec le patronat, il y a des discussions avec les grands groupes, et en fait ces personnes, on comprend leurs agissements et on comprend leurs intérêts et on comprend pourquoi elles agissent comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ces films importants, c'est parce qu'on ne tombe jamais dans un côté il y a les méchants et les gentils. On nous explique que même les patrons d'un côté sont presque victimes eux-mêmes du système capitaliste, quoi. C'est vraiment assez incroyable la manière dont c'est présenté. Je suis assez curieuse de voir justement le dernier film de cette trilogie, qui prend cette fois-ci le point de vue d'un patron, et connaissant la finesse de Stéphane Brisé, je pense qu'on va pouvoir avoir un discours qui soit politisé et militant, mais jamais manichéen, et qui présente toujours les choses d'un point de vue extrêmement humain. C'était la minute politique, n'oubliez pas d'aller voter ce week-end. Bref, En guerre de Stéphane Brisé, c'est vraiment un bijou. Nous avons ensuite l'affiche de Comancheria, que je trouve très 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 belle, vraiment, avec ce ton dans des couleurs jaunes. Ça fait vraiment un retour aux vieilles affiches de western, vous savez, à la John Wayne, avec vraiment qui avait ce genre de ton coloré, avec le visage du héros en gros plan et d'autres choses qui venaient se découper au milieu. De toute façon, Comancheria, c'est un film
qui fait vraiment un honneur au western de ces époques-là. Ce n'est pas personnellement un film que j'ai énormément apprécié, je pense qu'à l'époque je vous en avais fait une critique, donc je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Pour autant, même si c'est un film que je ne porte pas énormément dans mon cœur, c'est un film que je ne rechigne pas à avoir sur mon mur d'affiche, contrairement à certains autres films, vous verrez qu'ils sont dans des coins un peu plus planqués, parce que c'est des films que j'aime vraiment pas trop, et pour le coup, ça me fait un peu chier de les avoir sur le mur. Je dois vous avouer que je ne me rappelle plus vraiment ce qui ne m'avait pas convaincu dans Comancheria, je sais juste que voilà, c'est un film qui ne m'a pas énormément marqué. Une petite nouvelle sur le mur et que ça fait extrêmement plaisir d'accueillir, et d'ailleurs hyper contente d'avoir réussi à la trouver parce que c'est quand même un film qui n'a pas eu de sortie cinéma, qui n'a eu une sortie que direct ou vidéo, donc vraiment très contente d'avoir réussi à trouver l'affiche. Il s'agit de Give Me Liberty. Une affiche avec une citation qui fait extrêmement mal en ces temps, je vais vous le dire, depuis Donald Trump, personne n'a montré autant de bonne volonté envers la Russie. Voilà, je pense que c'était pas vraiment le moment d'afficher quelque chose comme ça. Give Me Liberty, c'est un film dont je n'ai pas eu l'occasion de vous parler sur la chaîne. C'est un film extrêmement original, réalisé par un réalisateur russe, du coup immigré aux États-Unis, et qui apporte cette patte du cinéma russe. Le cinéma russe, c'est un cinéma qui est qui a un montage souvent extrêmement rapide et frénétique, et je vais pas vous refaire toute la théorie et toute l'histoire du cinéma parce que je pense que vous le savez, mais le montage à la russe et le montage à l'américaine, ça a longtemps été deux sujets extrêmement conflictuels. Et là, on sent que ce réalisateur, c'est assez marrant parce qu'il fait un peu un mélange des deux types de montage. Give Me Liberty, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'épopée, le road trip qui est à la fois un road trip mais en même temps un huis clos qui est extrêmement particulier puisque ça se situe dans une seule ville, d'un conducteur de bus à la demande, c'est-à-dire c'est un minibus que l'on peut appeler, qui normalement est destiné à des personnes en situation de handicap mais pas que, puisqu'il y a plein d'autres personnes qui font appel à ces services. C'est un petit peu comme un taxi mais avec un minibus en fait, et qui va se retrouver pris dans plein d'histoires de plus en plus loufoques et absurdes, à côtoyer des personnages qui sont tous tout droit sortis d'un film des frères Cohen, à la fois des losers magnifiques, mais aussi des personnages avec des histoires improbables, un peu des mafiosos et des gangsters du dimanche. C'est un film qui respire énormément l'amour, l'humanisme, l'amour de son prochain, l'amour pour les gens bizarres, pour les gens différents. C'est un film qui est à la fois aussi très politique et social, parce que on a à voir que des gens qui sont assez pauvres, ou alors des personnes en situation de handicap, qu'elles soient physiques ou mentales, et jamais le film n'est psychophobe ou validiste, et ça c'est quand même vraiment important de le souligner. On est en totale empathie avec ces personnes, et quand les personnes par exemple handicapées mentales se comportent de manière que l'on jugerait bizarre par rapport à la norme, bah en fait le film prend leur défense, et on va se moquer plutôt des personnes qui se moquent de ces personnes, plutôt que des personnes en situation de handicap, et ça change tout en fait en termes de regard. On va rire avec les personnes concernées, et pas des personnes concernées. Je sais pas si vous avez vu le film Good Times avec Robert Pattinson, je dirais que c'est un peu dans le même esprit, dans ce même côté très frénétique, etc. Sauf que c'est un film très lumineux, c'est un film beaucoup plus positif, là où Good Time c'était quand même un film assez sombre, avec des passages qui sont vraiment très durs et parfois très violents. Mais vraiment, je vous le recommande, c'est une vraie petite pépite. Très heureuse d'avoir trouvé l'affiche, qui en plus est vraiment super jolie, avec ce côté dessiné, ce côté graphique. C'est dommage qu'il y ait le bandeau rouge en haut, en fait. Qui dit, d'ailleurs, le film regorge d'amour, c'est exactement ce que je vous disais, je trouve que c'est un film très empathique, très humaniste, mais c'est dommage qu'il y ait ce bandeau-là, parce que l'affiche est très belle et aurait mérité vraiment qu'il n'y ait que l'intégralité du dessin qui prenne la place. À ses côtés, une affiche que je trouve aussi absolument magnifique, qui existe en deux versions. Il existe une version bleue, une version rouge, et j'aimerais beaucoup trouver aussi la version bleue pour pouvoir la mettre à côté, parce que je trouve que les deux versions sont absolument incroyables. Pour un film que je trouve être assez incroyable aussi, il s'agit de Les Bonnes Manières. C'est un film qui est hybride de plusieurs choses, c'est un film LGBT, c'est un film de genre, puisqu'il y a une histoire de loup-garou, c'est un drame, c'est un film social, c'est un film politique, et c'est un film qui parle surtout de ce qu'est être une femme, de manière générale, de plein de facettes de la féminité, et qui se sert pour cela du MacGuffin narratif, du prétexte narratif, du loup-garou, pour développer toute cette histoire. Lorsque je vous dis ça, je suis sûre que vous pensez que le loup-garou va être le reflet du patriarcat, parce qu'on pourrait s'attendre, le loup-garou qui va attaquer une femme et qui va la transformer en loup-garou, quelque chose comme ça, et ça va être le reflet du patriarcat. Pas du tout. Le loup-garou
et au contraire une figure très romantique, très belle. Le loup-garou dans ce film est étrangement plutôt le côté positif de la masculinité. Et ensuite, le loup-garou va devenir la figure d'un enfant. Et cet enfant, c'est pareil, ça représente un petit peu le possible. Ça représente tout ce moment où un être masculin n'a pas encore été justement perverti, entre guillemets, par le patriarcat. Donc au contraire, la figure du loup-garou est quelque chose de plutôt positif et de plutôt féministe. Au-delà de ça, c'est un film qui est plastiquement très très intéressant. Il y a des images qui sont absolument sublimes, très picturales, avec énormément, vous savez, les choses qui me touchent, beaucoup de contrastes, des images qui sont très iconisées, avec un côté presque biblique par certains moments, beaucoup d'omniprésence, de couleurs très marquées, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge qui sont très marqués avec des côtés parfois néons. Vous commencez à connaître mes obsessions en termes de photographie et ce qui me touche, voilà, ce film est en plein dedans. Bien, on passe maintenant à la deuxième ligne. Bienvenue à Marwen, je crois qu'il était auparavant dans mon décor, il était visible, je crois, c'était une des anciennes affiches. J'ai décidé de le mettre un peu plus en retrait et un peu moins visible parce que ça a beau être Steve Carell, et ça a beau être un film de Zemeckis, c'est pas mal, je peux pas dire le contraire, ça a ce petit côté feel good, il y a plein de bonnes idées dans le film, mais ça reste quand même un film pas très marquant, assez oubliable. Et je pense que je garde l'affiche avant tout parce que déjà je la trouve assez sympa, et par sympathie pour Steve Carell, mais sinon je vous avoue que le film en lui-même, j'aurais l'affiche, j'aurais pas l'affiche, ça me ferait ni chaud ni froid. Je ne vais pas vous refaire la critique parce que je sais qu'à l'époque j'en avais fait un vlog, mais A Perfect Day est absolument génial. Ce film n'a pas bougé d'ailleurs, l'affiche a toujours été là. Ce film est absolument génial. J'ai l'impression qu'il a des côtés extrêmement coenesques avec un côté très absurde, un humour très marqué et des personnages... vous savez, à la frère Cohen, quoi, des personnages très marqués, avec des répliques et des dialogues souvent absurdes, mais qu'il y a en même temps un côté froid, une noirceur qu'il n'y a pas dans les films des frères Cohen, ou en tout cas qui n'est pas filmé de cette manière-là. C'est un film de Fernando León de Aranoa, et malheureusement, j'ai l'impression que ça... Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu reparler de lui depuis ce film, alors que c'est vraiment un petit coup d'éclat, c'est une vraie pépite. Ça raconte l'histoire d'une équipe de personnes qui bossent pour Médecins sans frontières ou pour la Croix-Rouge, me semble-t-il, qui sont dans une zone de guerre, et il s'avère qu'ils se trouvent face à un cadavre de vache, et qu'ils ne peuvent pas franchir parce qu'ils ne savent pas si ce cadavre de vache va être miné ou pas. Ils doivent donc attendre toute une équipe de démineurs. Et autour de ça se brode plein d'aventures et plein de choses très absurde. C'est traité avec beaucoup d'humour, mais surtout avec beaucoup d'ironie, parce que c'est un film qui traite de la guerre. Il le fait avec justement cette ironie et cet humour noir qui sert à dénoncer ces situations-là. Ça montre aussi toute l'absurdité de la guerre. C'est un film qui est résolument pacifiste et anti-guerre. Ça montre l'absurdité administrative qui entoure par moments la guerre et le côté très déshumanisant de ces périodes-là. Ce côté totalement absurde où il y a des soldats qui vont pouvoir donner des cigarettes, par exemple, à des habitants d'un village juste avant d'aller les trucider et les bombarder. Enfin, des choses comme ça. Vraiment, je vous recommande A Perfect Day. Je sais qu'à l'époque, j'en avais parlé, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Petite pépite aussi. Un de mes chouchous de ces dernières années, que j'ai vu juste avant le premier confinement, il me semble en 2020. Un coup de cœur absolu. Qu'est-ce que j'aime ce film. Je sais que Jérémy, si tu passes par là, je sais que tu l'avais pas trop apprécié. C'est dommage. Ça fait vraiment partie des gros coups de cœur de ces dernières années. Donc Le Miracle du Saint Inconnu. Sur l'affiche, il y a marqué « C'est une belle fable qui évoque Kaurismäki et Suleiman ». Alors je connais très mal le cinéma de Suleiman, par contre, pour connaître assez bien le cinéma de Kaurismäki, on retrouve vraiment cet esprit-là dans ce film. Avec ce côté pince sans rire, cet humour très froid, et en même temps ces situations complètement absurdes de personnages qui se mettent dans la merde et qui ne savent pas comment s'en sortir. C'est un film très drôle et qui a un côté extrêmement feel good. Donc qu'est-ce que ça raconte, Le Miracle du Saint Inconnu? Un homme est en cavale dans le désert puisqu'il vient de voler une banque. Sa voiture vient de lâcher, il sait qu'il va être retrouvé par la police bientôt, donc qu'est-ce qu'il fait? Il enterre son magot dans le désert en se disant « Une fois que je serai sorti de tôle, je vais revenir le chercher ». Et pour le cacher, il met plein de pierres, il fait une sorte de petit, vous savez, comme un cairn un peu, avec plein de petites pierres. Il sort de prison une dizaine d'années plus tard, et il voit, à la place de ce cairn pour, je rappelle, des billets enterrés, un mausolée qui a été construit sur la colline, c'est le mausolée qu'on voit ici,
qui en fait a été érigé par des personnes qui pensent qu'il s'agit ici de la tombe d'un ancien saint, la tombe d'un saint inconnu. Et autour de ça, il s'est créé tout un business où l'on voit qu'il y a tout un village qui ne vit uniquement que de ce mausolée. Ce village, il y a un hôtel pour les pèlerins qui... il y a un hôtel pour les pèlerins, il y a un médecin tout fraîchement sorti de l'école de médecine qui va aller être au dispensaire, il y a un petit restaurant, il y a une auberge, il y a des personnes qui vendent des gris-gris et des petits souvenirs à la sortie du mausolée. Et toute cette économie repose sur du vide. Donc c'était évidemment aussi un film très critique envers la religion, mais en particulier sur la perversion de la religion, puisque on nous présente face à ça un autre personnage qui lui a aussi la foi, mais a une foi beaucoup plus saine, qui ne rentre pas dans cet aspect mercantile, et le film nous montre vraiment à quel point la religion peut être quelque chose, la foi peut être quelque chose de positif, mais que ce sont les êtres humains qui s'en emparent des fois pour des mauvaises choses. Quant au titre, Le miracle du saint inconnu, c'est un film qui est rempli de petits miracles. La personne qui, à la fois, va avoir son miracle à lui, mais tous les personnages du film, à part le voleur, qui est le personnage immoral par excellence, ils vont chacun avoir leur petit miracle à eux. C'est un film très positif, très beau, très doux, extrêmement drôle. Je ne peux que vous le conseiller, que vous le recommander, et même si Jérémy, lui, il a pas aimé, et ben moi je vous le recommande quand même. Vraiment une très bonne surprise, une très belle pépite, qui maintenant, normalement, va se voir dans mon décor, et je suis très contente de pouvoir mettre ce film en avant. Un énorme coup de cœur de l'année 2019, pareil, je pense que je vous en avais parlé, ou que je vous en avais au moins parlé dans mon top de l'année, 4 Gillionnaires, déjà avec Evan Rachel Wood. Rien que ça veut dire que c'est un film parfait. Mais en plus de ça, on retrouve au casting Richard Jenkins aussi, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est un acteur qu'on avait vu notamment dans The Visitor, qui est un petit peu une de mes petites pépites personnelles, un film vraiment très peu connu, que je trouve vraiment merveilleux, qui raconte pas grand chose, mais qui en même temps raconte beaucoup de choses. Enfin bref, ce genre de petit film qui m'enthousiasme, 4 Gillionnaires ferait partie de ce genre de film. 4 Gillionnaires, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui a toujours grandi avec ses parents, qui a été élevée par eux, qui n'a pas été à l'école ni rien du tout. Et ses parents sont des arnaqueurs à la petite sauvette, mais des arnaqueurs un peu nuls. Par exemple, ils vont faire des arnaques téléphoniques, mais ça va être des coûts de 1000 $, 2000 $. On n'est pas du tout dans un film d'arnaque à la Oceans, où on va parler de milliers, de millions, etc. C'est vraiment de la petite arnaque. Ils vivent dans un appartement de merde avec un mur qui mousse, donc c'est la fameuse mousse que l'on retrouve ici sur l'affiche. Donc ça fait vraiment... Ils vivent dans des conditions pourries, ils vivent vraiment presque au jour le jour en attendant la prochaine possibilité d'une arnaque, et c'est pas des voleurs pour autant, c'est juste des petits arnaqueurs comme ça qui vivent de petits profits merdiques. Sauf qu'un jour, sa vie va changer parce qu'elle va rencontrer une autre jeune fille, et il va y avoir une romance qui est absolument adorable et tellement une des meilleures histoires d'amour qu'il soit possible de voir au cinéma. Et j'ai l'impression que je vous parle beaucoup de films des frères Coen ou de Aki Kaurismäki, mais j'ai l'impression que ce film a aussi cet esprit Kaurismäki-esque, avec des petites pointes d'absurde et des petites pointes de noirceur. On y retrouve clairement cet esprit-là, je pense que vous comprendrez que ça fait partie des réalisateurs que j'aime le plus, vu que le nombre de films dont j'arrête pas de vous parler qui sont inspirés de ce genre de choses. Vraiment, 4 Gillionnaires, si vous l'avez pas vu, c'est un film qui est passé un peu inaperçu, mais qui mérite grandement qu'on en parle, qui a ce côté vraiment feel-good aussi, un peu nostalgique par moments, mais si vous avez envie de quelque chose de très réconfortant, un film un peu chouchou, 4 Gillionnaires, il est super. Totalement à l'inverse d'un film chouchou et qui remonte le moral, donc pareil, qui va être visible dans mon décor, et ça j'en suis très contente parce que qu'est-ce que j'aime ce film, Seules les bêtes. Il n'y a pas un pet d'espoir dans ce film, il n'y a pas un pet de truc. L'affiche est extrêmement blanche, alors que c'est un film très noir. Je pense que je mâche pas mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et j'ai lu aussi le roman, et déjà c'est très plaisant de voir que le roman et le film sont extrêmement fidèles. Le film ne dénature pas du tout l'esprit du roman. Il y a beaucoup de péripéties qui sont en plus dans le roman, mais qui ne sont pas forcément nécessaires à l'intrigue du film. Donc il n'y a pas de choses qui n'ont été dénaturées, ou il n'y a pas d'incohérence narrative. Enfin vraiment, les deux se complètent extrêmement bien. Mais là où elles se complètent le plus, c'est surtout dans leur esprit, parce que le roman offre une porte de sortie. Le roman, à la fin, il y a une note d'espoir. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place où tu te dis la lumière commence à percer. Dans le film, il n'y a pas une
once d'espoir. En plus de ça, c'est un film choral et moi c'est une forme narrative que j'aime énormément et qu'on ne retrouve plus beaucoup au cinéma, je trouve. C'est une forme qui me manque. C'est une forme qui était très à la mode entre 2000... Allez, et 2010, je dirais. Et Seules les bêtes, c'est un excellent exemple d'un film choral avec une narration extrêmement bien ficelée qui fait qu'à chaque histoire que l'on suit, on commence à comprendre les pièces du puzzle et lorsque tout s'assemble, ça fait vraiment un peu un mindfuck quand même. Comme son nom l'indique, c'est un film qui parle de la solitude dans un sens existentiel. Comment, en tant qu'être humain, on se retrouve finalement toujours seul à vivre nos soucis existentiels, à vivre nos problématiques, et comment on essaye de combler ce vide par plein de moyens palliatifs. Dans le film, il y a par exemple une personne qui va faire des rencontres sur internet, il va y avoir des personnes qui vont se noyer dans le travail, il y a des personnes qui vont tromper leur conjoint pour essayer de combler des vides affectifs, mais comment finalement tout ça c'est juste de la poudre aux yeux, et qu'on est tous seuls. Je vous avais dit, hein, c'est pas un film très joyeux. Le casting est absolument incroyable. Déjà, il y a Denis Ménochet, un film avec Denis Ménochet. Donnez-moi un film avec Denis Ménochet qui ne soit pas un bon film. Donnez-moi un film où Denis Ménochet joue mal. Allez-y, j'attends, parce que ce mec... Moi, c'est ma révélation de ces dernières années en tant qu'acteur. Mais ce mec est époustouflant, ce mec est incroyable. Il arrive à la fois à être touchant, et quand il faut être glacial, comme dans Seule la garde, et qu'il faut être avec ce côté très dur, très froid, qui le rend... absolument terrifiant, il arrive à incarner ça aussi. Bref, je trouve ce mec absolument incroyable. On retrouve aussi Damien Bonnard pareil, excellent acteur, il joue pas toujours dans des très bons films, mais putain quand il est dans des bons films et qu'il est bien dirigé, ce mec, c'est une sacrée pépite aussi. Et on retrouve, et je suis... très étonnée par la performance vraiment excellente qu'elle a fournie dans ce film, Valeria Bruni Tedeschi, qui est du coup la cousine de Carla Bruni, que jusqu'à présent j'avais vue surtout dans des séries ou dans des téléfilms, enfin des choses où elle n'a pas vraiment eu l'occasion de montrer son potentiel en tant qu'actrice, on va dire. Et dans ce film-là, elle est incroyable, vraiment d'une justesse parfaite. Ce film, chef-d'œuvre, vraiment chef-d'œuvre. Une affiche qui était avant en haut, que l'on ne voyait pas dans mon cadre, mais un film que je comptais vraiment mettre beaucoup plus en avant. Et il y a d'ailleurs une deuxième affiche du même réalisateur qui est Dark Darkman, juste ici, dont je vous parlerai après. Les films de Adilkan Yerzanov. Et en particulier La tendre indifférence du monde, qui est une citation tirée de Albert Camus. Voilà, déjà, comment te dire, le film, il part sur une citation de Albert Camus, un de mes auteurs préférés. Ensuite, c'est un film qui a une obsession du rouge. Le rouge est la couleur par excellence de ce film. C'est un film qui est crépusculaire, avec cette robe rouge qui est un peu un gimmick de tout le film, qui va vraiment nourrir tout le film. Voilà, comment te dire que moi, j'étais déjà conquise avec rien que ça. J'ai l'impression qu'on partage un peu les mêmes obsessions, en fait, avec Adilkan Yerzanov, donc c'est la même chose. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous avais déjà rencontré, je vous l'avais déjà raconté, je crois, une fois, mais ça fait partie des réalisateurs qui m'ont retweeté, qui ont repartagé mon travail sur Insta parce que j'avais fait un petit fanart de La tendre indifférence du monde, et il avait aimé, et il avait repartagé mon travail, et j'étais genre... Senpai noticed me. Vous voyez, c'est pour ce genre de découvertes et de films que je suis tellement heureuse qu'à Toulouse, on est plein de festivals de cinéma, parce que je sais pas si... Il avait été diffusé en fait au Fifi Gros, et je sais pas si jamais il avait pas été diffusé dans un festival dans ce cadre-là, je sais pas si j'aurais eu l'occasion de le voir, alors que ça fait partie clairement des films de ces 5 dernières années que j'ai préférés. Je vous en avais fait une critique, cette fois-ci écrite pour le magazine L'écran, donc je vais vous le mettre dans la barre d'infos, mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu les films de Adilkan Yerzanov, si vous êtes amateur et amatrice de films noirs, mais qui ont un côté quand même très romantique, et qui ont beaucoup de pointes de poésie et qui ont des côtés très touchants, je vous conseille et recommande beaucoup ces films. Parce que La tendre indifférence du monde, comme Dark Darkman, partagent ce même esprit. Il y a effectivement des meurtres, il y a de la violence, ce sont des films noirs, mais en même temps il y a cette pointe de poésie absolument magnifique au milieu qui vient illuminer tout ça. Par certains côtés, ça me rappelle le cinéma de Park Chan-wook, en fait, dans ce mélange des genres et dans ce côté toujours très poétique. Et ce sont des films qui accordent une très grande importance à l'esthétique, à la plastique, au symbolique des couleurs. Et ça, ce sont que des choses qui peuvent énormément me séduire. Un film que j'ai découvert grâce au festival Ciné Latino, donc vous l'aurez compris, j'avais fait le service civique à Ciné Latino, etc. Et je commence à être
À chaque fois, je fais quand même vraiment très attention à ce qui sort à Ciné Latino. D'ailleurs, là, il y a marqué Ciné Latino, 31e rencontre, qui a gagné le prix du public. C'est nous, c'est Ciné Latino, ouais. Donc Tremblement, c'est le film de Jairo Bustamante, son deuxième film. Si vous vous rappelez, je vous ai fait un ciné-pépite sur son troisième film, La Llorona. Je vous le mets d'ailleurs dans la barre d'infos, comme d'habitude. Tremblement, je trouve que juste en voyant l'affiche, il y a déjà tout pour nous séduire. On voit ce côté, ce travail du clair-obscur. Donc on sait qu'on va être sur un film qui va être plastiquement très beau. On voit ce rapport à la religion ici, donc on sait que ça va être un film qui va être assez politisé. Et on voit ce rapport à ce personnage qui est enfermé, et on sait que ça va être un film qui va être assez sombre au vu de l'affiche, assez dur. Et c'est le cas, c'est donc un film qui parle d'un homme homosexuel qui va devoir faire une thérapie de conversion au Venezuela. Il me semble qu'encore une fois, je vous avais proposé une critique de ce film, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Vraiment, si vous n'avez pas vu le cinéma de Jairo Bustamante, ces trois films, Ixcanul, Tremblement et La Llorona, les trois, ce sont de vraies pépites. Et pour moi, La Llorona, c'est même un chef-d'œuvre. Ouais, moi je pense que La Llorona fait quand même partie des chefs-d'œuvre. Et en plus, Jairo Bustamante propose du cinéma qui est nécessaire, puisqu'il parle de réalité politique et sociale au Venezuela, il parle de réalité féministe, il parle de réalité liée à la guerre, il parle de réalité liée au génocide des populations amérindiennes, il parle de réalité liée aux violences, au viol, au fait qu'il y a de la corruption énormément dans les hautes sociétés, dans les hautes sphères de la société et dans la police. Enfin bref, c'est un cinéma qui est extrêmement important en fait. C'est un cinéma d'utilité publique. Et au-delà de ça, ce sont des films qui n'oublient pas d'être cinématographiques. Ces personnages sont toujours extrêmement bien construits, et surtout, moi, ce qui me tue absolument avec tous les films de Jairo Bustamante, c'est sa rigueur plastique et formelle. Je vous en avais déjà parlé dans ma critique, donc dans Ciné Pépite sur La Llorona. Le plan d'introduction, pour moi, est une des plus belles introductions de l'histoire du cinéma. Franchement, c'est à te tirer des larmes tellement c'est beau. Et dans Tremblement, malgré le fait qu'on se situe dans un univers assez urbain, avec des choses très froides, dans des environnements assez gris, on a beaucoup moins de jeux liés à des couleurs que dans La Llorona ou dans Ixcanul. Et ben, il arrive quand même, dans tout cet environnement très déshumanisant et très déshumanisé, à tirer une beauté et une rigueur plastique et formelle qui est incroyable. Moi, je trouve ces films absolument incroyables. Et voilà, Tremblement, évidemment, il méritait une bonne place sur mon mur d'affiche. Juste à côté, évidemment, History of Violence de Cronenberg. Ça fait quand même un moment que je l'ai pas vu, donc je vous avoue que je m'en rappelle pas beaucoup, à part du fait que ça m'avait énormément plu, donc j'aimerais beaucoup le revoir. Ça fait partie des films que je ne trouve pas en cinéma. Toutes les autres affiches, elles viennent de cinéma, et ça fait partie des rares affiches sur lesquelles je tombe dessus un peu par hasard, que ce soit sur des ventes en ligne sur internet ou des choses comme ça, et je vous avoue que je suis vraiment très très contente et vraiment très fière d'avoir réussi à trouver cette affiche qui en plus forme cette croix. Enfin, il y a tout un côté graphique et plastique très intéressant sur cette affiche, et puis il y a Viggo Mortensen. Et une affiche avec Viggo Mortensen, ça ne peut qu'avoir une très bonne place sur un mur d'affiche, évidemment. Bon, évidemment, un de mes goals absolus, ce serait de trouver une affiche de la momie, mais malheureusement, j'en trouve qu'à des prix qui sont extrêmement, extrêmement chers, ou alors des affiches très très grand format. Et moi, comme vous pouvez le voir, le mur, il est un petit peu saturé, donc j'ai plus trop la place de mettre un truc grand format. Mais si jamais vous avez un plan pour trouver une affiche format A3 de la momie d'époque, ou du retour de la momie aussi, ça m'intéresse, donc voilà, sait-on jamais. Il était auparavant placé beaucoup plus haut ici, on le voyait un peu mieux. J'ai décidé de le mettre dans un coin un peu plus caché, tout simplement parce que j'en ai déjà profité pendant plusieurs années et je me dis, bah voilà, il est temps de laisser la place à d'autres films, mais ça veut pas dire pour autant que je l'aime moins. C'est quand même un très très bon film. Il s'agit de I Am Not a Witch, je ne suis pas une sorcière. C'est un film réalisé par Rungano Nyoni qui se passe en Zambie et qui parle de la figure de la sorcière en Zambie. Il y a toujours cette croyance extrêmement forte qu'il y a des personnes, des femmes, évidemment, sinon c'est pas drôle, des femmes qui seraient des sorcières. Et donc là, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille, je crois qu'elle a aux environs de 10-11 ans, pas plus,
qui se fait mettre dehors de son village parce qu'elle est considérée comme une sorcière et elle va rejoindre une communauté de sorcières dans un autre endroit. Donc c'est un film qui flirte avec le cinéma de genre, il y a quelques scènes parfois qui sont un peu oniriques, un peu étranges, et par moments, il y a des pointes de comédie totalement inattendues, notamment avec le personnage d'un commissaire de police qui est totalement absurde, qui est vraiment un gros con, qui est très très bête, et dont on va rire de sa bêtise. Donc évidemment c'est une incarnation de la corruption policière et du fait que la police ne protège absolument pas là-bas les enfants qui sont accusés de sorcellerie. Et surtout, je pense que vous vous y attendez, c'est un film sur la sororité, sur le fait de survivre entre femmes qui ont été exclues. Et c'est assez rigolo parce que ces figures de la sorcière, on sent qu'à la fois elles dérangent, donc on les met en dehors, elles ont leur espèce de lieu à elles dont elles ne peuvent... Elles sont enfermées en fait, c'est un peu l'équivalent d'un... je sais pas moi, d'un hôpital psychiatrique ou des choses comme ça, sauf que c'est à l'air libre, mais bon, elles sont enfermées, elles sont laissées entre elles, mais d'un autre côté, on sent qu'on les craint, et qu'il y a quelques personnes qui viennent les consulter, on sent qu'elles ont quand même vraiment un grand pouvoir. Et c'est aussi un film sur ce pouvoir, justement, sur l'apprentissage du pouvoir, sur l'apprentissage des responsabilités liées à un grand pouvoir, hashtag Spider-Man, hashtag on se sait. Et je trouve en plus que l'affiche est vraiment très belle. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, je sais pas si on la voit mieux ou pas, mais je la trouve vraiment vraiment sympa. Juste à côté, et qui sera désormais très très bien visible dans mon cadre, hop, juste derrière le prix, l'affiche. Absolument magnifique, et que je suis tellement contente d'avoir trouvé, l'affiche du Peuple Loup. Mais regardez-moi cette merveille. Comment une affiche pareille peut ne pas donner envie d'aller voir ce film? Juste l'affiche est un chef-d'œuvre. Donc évidemment une affiche à la hauteur du film, je vais pas vous refaire le topo, c'est un de mes films préférés de l'année, je vous mettrai mon top dans la barre d'infos où je vous en ai parlé. Un film d'animation exceptionnel, qui est d'une beauté à couper le souffle, mais au-delà de ça qui propose une histoire qui est très pertinente puisque on va parler à la fois de la découverte d'une amitié, à la fois de la relation père-fille, mais aussi de toute une époque un peu trouble de l'histoire de l'Angleterre où les Irlandais venaient de se faire conquérir par l'Angleterre, et donc tout ce qui va être lié à ce rapport de pouvoir, à ce rapport entre les deux cultures et à ce rapport de domination des Anglais sur les Irlandais. Donc il y a plein de choses qui sont brassées dans ce film. C'est aussi une fable évidemment écologique, où la figure du loup qui va disparaître et qui va être peu à peu chassé de ses terres rappelle bien évidemment l'urgence climatique dans laquelle on est actuellement. Mais ce message est adressé sans aucun pathos et sans côté manichéen. C'est un des meilleurs films d'animation, je pense, de l'ère contemporaine, sincèrement. Et on reste dans le cinéma d'animation avec mes chouchous absolus. Ça, c'est une affiche que m'a offert ma maman, donc je suis très très contente qu'elle me l'ait trouvée, parce que moi je l'avais pas trouvée de mon côté. Il s'agit de Shaun le mouton 2. C'est le petit mouton, et cette fois, eh ben, il y a des aliens qui débarquent, et le petit alien, il s'appelle Lula, il est trop mignon, et il faut l'aider à retrouver sa famille. Et au-delà du fait que ce soit un film qui soit absolument adorable, et les petits moutons, ils sont trop choux, les petits moutons en pâte à modeler et tout, c'est un des films les plus drôles que j'ai vu de ma vie. C'est bourré de références cinéphiles, c'est bourré de choses qui brisent le quatrième mur. C'est un film qui est fait par des amoureux et par des passionnés de cinéma, qui s'adresse à des amoureux et des passionnés de cinéma. C'est un film où il y a plein de strates de lecture, vous pouvez très bien le voir avec des enfants, parce qu'en plus c'est un film qui n'a pas de dialogue, donc ça peut même s'adresser à des très jeunes enfants qui ne comprennent encore pas forcément très bien certains mots, certaines notions. Mais vous pouvez aussi en tant qu'adulte y trouver énormément de choses à vous mettre sous la dent, et notamment sur cet humour omniprésent, sur ses références omniprésentes. Alors j'aime aussi énormément le premier Shaun le mouton. Je pense que les deux, je les aime à peu près à la même hauteur, mais c'est l'affiche que j'ai moi de celui-ci, du 2. Et vraiment, si vous ne les avez pas vus, si vous passez une mauvaise journée, que vous avez besoin d'un truc pour vous remonter le moral, pour vous booster, un truc devant lequel vous allez vous marrer tout en n'étant pas abrutissant, Shaun le mouton, clairement le 1 et le 2, allez-y, foncez. Dans une ambiance complètement à l'opposé de l'univers de Shaun le mouton, nous avons Bacurau. Bacurau est un film un peu un ovni qui pourrait franchement, quand je vais vous le dire, vous pourrez vous dire ok, c'est peut-être un nanar, mais ça l'est pas du tout. C'est absolument, fabuleusement, prodigieusement réussi, alors que ça aurait tout pour vraiment foirer. Donc Bacurau, c'est un film qui est hybride entre plusieurs genres. L'histoire, c'est celle du village de Bacurau, qui est un petit peu paumé dans le Sertão brésilien, et ils viennent de recevoir la visite de personnalités politiques qui sont en meeting, puisqu'il va y avoir des élections dans le pays. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que le village de Bacurau n'apparaît plus sur les cartes, n'apparaît plus sur les GPS, et ne fait officiellement plus partie
du Brésil. Bacurau, comme je vous le disais, c'est un film qui est vraiment hybride, un mélange des genres. Déjà, je pense qu'au vu de ce que je vous en ai dit, vous comprendrez, c'est un film de SF. Il y a ce côté un petit peu surnaturel, un peu compliqué de savoir d'où le village a disparu officiellement de toutes les cartes. C'est un film aussi très social et politique, qui va parler de la corruption politique, qui est aussi un gros pied de nez à... comment il s'appelle, le mec qui est au Brésil, le gros con... Merde, je me retrouve plus son nom, mais bref, le gros politicien qui est un gros pourri au Brésil, c'est clairement un film pied de nez à ça. C'est un film aussi qui va partir au bout d'un moment sur un film de guerre, vraiment un film de guerre, avec toute une histoire de milice qui va attaquer le village de Bacurau. C'est un film qui va prendre par moments des aspects à la Wolf Creek, à la Jeepers Creepers, avec des aspects presque proches du slasher, avec un côté chasse à l'homme, et il va même y avoir des aspect torture porn à la Saw. C'est un film qui en plus de ça a un rythme très bizarre puisque il met pas mal de temps à mettre ses enjeux en place, il met pas mal de temps à démarrer. Donc quand je vous dis tout ça, je pense que vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a matière à ce que tout aille mal dans ce film, parce que ça brasse énormément de thématiques. Et pourtant, il y a un moment où tout redevient clair, il y a un moment où tout se reconnecte, il y a un moment où tout fait sens. Et à partir de là, le film est génial, absolument génial. Et un autre point qui fait qu'il aurait pu virer au nanar aussi, il y a Udo Kier dans ce film. J'adore Udo Kier, c'est un de mes acteurs de second rôle préférés. Je trouve qu'il a un charisme absolument incroyable, mais Udo Kier, eh ben, il a joué beaucoup dans des nanars. Il est particulièrement connu pour avoir fait Hitler dans les Iron Sky, donc comment vous dire que c'est pas un mec qui est habitué à jouer dans des chefs-d'œuvre. Et ben il prouve que lorsqu'il est bien dirigé et lorsqu'il a des rôles qui sont sérieux, il est vraiment à la hauteur. Il est excellent dans ce film. Après, c'est quand même un film qui a reçu le prix du jury du Festival de Cannes, ce qui est d'autant plus rare que c'est un film de genre, donc ça prouve quand même la qualité de ce film. Il est totalement improbable, c'est un ovni, il est un peu inclassable. Et pourtant, c'est une réussite, vraiment une réussite. Si jamais vous ne l'avez pas vu, Bacurau, que vous êtes intéressé par le cinéma de genre de manière générale, que vous êtes intéressé par des situations peut-être géopolitiques, que vous aimez bien tout ce qui va être les ambiances un peu slasher, tout ce qui va être aussi les ambiances un peu survivalistes, puisqu'on parle aussi d'un village qui se retrouve évidemment coupé du monde, donc il y a tous ces enjeux autour de la survie d'un groupe, avec des personnages qui sont très forts et très marqués. Franchement, jetez-vous sur Bacurau, c'est une sacrée pépite et un film qui ne ressemble à aucun autre, et c'est quand même assez rare pour être souligné. C'est vraiment un film qui a sa propre personnalité, sa propre patte, qui n'est comparable à rien. Improbable, mais absolument génial. On change encore une fois d'ambiance, je vous en ai aussi parlé dans mon top de l'année 2021, Ongaku, notre rock. Exactement comme pour Sean le Mouton. Vous passez une mauvaise journée, vous avez envie de vous marrer, vous avez envie d'un truc qui vous fasse marrer sans vous abrutir, et vous aimez l'humour absurde, vous aimez l'humour à la japonaise, et vous aimez l'humour avec des personnages qui sont très marqués, et qui sont tous un petit peu bêtes, mais qui sont tous absolument attachants et adorables, tout en ayant un côté très porté sur la musique et très porté sur l'amour du rock, mais le rock à l'ancienne, vous voyez, à la Led Zepp et ce genre de truc, et sur le côté on va créer un groupe de toutes pièces et une histoire d'amitié qui se crée autour d'un groupe. Bref, si jamais tout ça c'est votre cam, allez-y, hein. C'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu de ma vie, je crois, franchement. Je vais pas vous refaire tout le laïus sur Adilkan Yerzanov, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec La tendre indifférence du monde. Darkman m'a aussi énormément séduite. On retrouve encore ce mélange entre la poésie et la noirceur. Ces personnages qui sont perdus dans un monde qui paraît trop grand, qui paraît trop triste, et qui arrivent pourtant à créer des liens avec quelques personnes qui viennent illuminer ce monde-là. Et on retrouve cet aspect polar, film noir, qui est très réussi. Vraiment, le cinéma de Adilkan Yerzanov me touche au plus haut point. Et pourtant, c'est des films qui sont relativement classiques au niveau de la forme. Si on les prend comme des polars ou des films noirs simples, ils sont très classiques, ils sont très convenus. Mais moi, je trouve que justement, ça te touche de nostalgie, ça te touche de poésie, ça te touche de beauté et d'instant d'euphorie et de lumière et de beauté pure au milieu de quelque chose de noir. Je trouve que ça lui donne vraiment une puissance, une force à son cinéma. C'est un cinéma très poétique au-delà de sa noirceur. Et je sais que là, il y a bientôt un de ces nouveaux films qui va sortir et j'ai tellement hâte de le voir, c'est un truc de fou.
Alors, je vais me mettre là dans le coin, j'espère que vous la verrez bien. Woman at War, c'est pareil, c'est une affiche que m'a donnée ma maman, donc je suis très contente, merci maman. Heureusement que tu es là pour m'aider à remplir mon mur d'affiches. Et du coup, c'est un film vraiment très original. C'est un film islandais, déjà du cinéma islandais, on n'a pas l'occasion d'en voir énormément et très souvent. Et c'est un film islandais très féministe, c'est un film islandais écologiste, donc comment vous dire à quel point c'est génial, mais en même temps, y a tout un côté d'humour un peu ironique, un peu décalé qui vient dans ce film. C'est un film en fait qui est un peu inclassable aussi, un petit peu difficile à décrire. Je vous en avais fait une critique à l'époque, donc je vais pas m'étendre énormément dessus parce qu'en plus, ce genre de film mérite vraiment que l'on s'y attarde et qu'on rentre en détail dans les choses. Si je vous en parle de manière très rapide ici, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà, Woman at War, c'est une affiche que j'avais quand même vraiment à cœur de laisser et de garder, de mettre en avant, parce que c'est un film qui est important, intéressant et très intelligent. Je suis désolée, je commence un peu à perdre ma voix. Ça va qu'on a bientôt terminé, mais j'espère que ça va aller pour les dernières minutes de la vidéo. Donc ici, nous avons caché derrière les guitares, nous avons l'affiche du Chant du Loup. Avant, elle était un peu plus mise en avant, mais exactement comme pour I Am Not a Witch. Ça faisait longtemps que je la voyais, donc j'avais juste envie et besoin de la changer de place. Mais ça veut pas dire pour autant que je n'aime pas ce film. Au contraire, je l'ai revu il y a pas très longtemps et il m'a encore plus bouleversée qu'au premier visionnage, je crois. Je crois que la première fois, j'avais été surtout prise par le son et par le côté très enveloppant de ce film, très immersif, voilà, c'était le terme que je cherchais. Au deuxième visionnage, j'ai été plus prise par le côté dramatique et par l'absolue tristesse du destin de tous ces hommes et par l'absolue injustice de ce qui leur arrive. La première fois, je n'avais pas pleuré, la deuxième fois, j'ai pleuré. Donc j'ai vraiment été prise au cœur cette fois-ci. C'est un chef-d'œuvre, voilà. Moi, ça fait partie aussi des films que je considère comme un chef-d'œuvre. C'est un exemple en termes de design sonore, c'est un exemple en termes d'histoire, c'est un exemple aussi magnifique en termes de tension et en termes de portée politique. Le fait de dénoncer l'absurdité administrative liée à la guerre, qui va coûter la vie à des millions de personnes, alors qu'en fait, il était tout à fait possible de faire machine arrière, mais l'administration française liée à la guerre est faite de telle manière qu'une fois que des processus sont enclenchés, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est un film qui a un côté frustrant, tellement c'est injuste et douloureux, tout ce qui va arriver. Je vous parlais tout à l'heure du film que je ne portais pas trop dans mon cœur et que, bon, voilà, je l'ai mis dans une place, vraiment, histoire de dire, il est sur mon mur, mais pas plus. Il s'agit de Dark Waters, qui est juste tout en bas, là, planqué derrière les guitares. Alors, je reconnais l'importance de la portée politique de ce film et du fait qu'il a vraiment réveillé les consciences et du fait que c'est un film d'utilité publique, je reconnais tout ça. Mais déjà, je trouve que Mark Ruffalo joue comme un pied dans ce film et moi, ça m'a vraiment sorti du truc en permanence parce que je trouve qu'il n'a pas les épaules et il n'a pas le charisme suffisant pour porter ce film, en fait. Et je trouve qu'on a fait tout un plat de ce film alors qu'en fait, c'est un thriller, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, à part sa portée méta, qui est bien évidemment importante et que je lui reconnais, mais à part sa portée méta, je trouve qu'il n'a pas grand-chose pour lui. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un peu planqué, parce que je vous avoue que c'est pas un film que je trouve extrêmement important pour moi. Juste à côté, nous avons l'affiche de Falling, le premier film réalisé par Viggo Mortensen, un film que j'ai beaucoup aimé, si vous vous rappelez. Je me rappelle plus si je vous en avais parlé sur la chaîne ou pas. Il se peut que je ne vous en ai pas parlé. En tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui parle très très bien de la fin de vie, de la vieillesse, mais sans aucun pathos, qui parle aussi de la difficulté quand on a eu une famille et des parents toxiques de retrouver un lien au moment de la fin de vie, et sur le fait que ces personnes-là se retrouvent à être dépendantes alors que elles nous ont pas aidés à des moments dans notre vie où on en avait besoin d'elles. C'est exactement ce qui arrive au personnage, en fait. Et je trouve que la musique est aussi extrêmement bonne, et la musique, je crois qu'elle a aussi été composée par Viggo Mortensen, et en fait c'est un film un peu... on a l'impression que c'était un peu un one-man band, et là c'était un peu un one-man film. Le mec, il a presque tout fait, il était derrière la caméra, il était derrière la musique, il était derrière l'écriture, et ça donne un film qui est un peu inclassable, qui est très clairement un drame, mais qui... dans ce drame, a des aspects un peu inclassables et qui a un point de vue sur la vieillesse et un point de vue sur la fin de vie qui est assez original. Vraiment un très chouette film, et
Par contre, je trouve que l'affiche est pas... franchement, si j'avais pas su que c'était un film de Viggo Mortensen, juste en voyant l'affiche, je sais pas si je me serais déplacée au cinéma parce que... Enfin, je trouve qu'elle est pas du tout représentative de ce qu'est le film. Juste à côté, nous avons une affiche de... un film de Alejandro González Iñárritu. Il fallait bien qu'il y en ait une, évidemment. Donc en plus, je n'aime pas son cinéma récent. Ça me fait du bien d'avoir des films, d'avoir une affiche de films précédents. Il s'agit de l'affiche de Babel, un de mes films préférés de Alejandro González Iñárritu. C'est marrant, j'ai l'impression que je peux pas dire juste Iñárritu, tu vois. Il faut que je dise absolument tout à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est un peu comme Park Chan-wook. Pour moi, je peux pas juste dire Park Chan ou Chan-wook, je sais plus dans quel sens ça se dit, mais voilà, pour moi c'est Park Chan-wook, ben là c'est pareil, c'est Alejandro González Iñárritu, même si c'est très long et très chiant à dire. Je pense que je vais pas vous faire un dessin sur Babel, à mon avis absolument tout le monde connaît ce film. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, il fait partie des meilleurs films chorales qui puissent exister. C'est trois destins à trois coins du monde différents qui vont se lier autour de questions de la violence et de la solitude et de la noirceur. Comme d'habitude chez Iñárritu, de toute façon ce sont pas des films qui sont extrêmement gays. Pour moi, mon préféré, ça reste toujours Amour Chienne, qui est absolument indépassable, je trouve, et qui a aussi une forme chorale d'ailleurs. Mais voilà, Babel fait quand même vraiment partie du top de la filmo de ce réalisateur. Et alors l'affiche est un peu planquée parce que, vu que c'est un film connu, ça fait pas partie des films que j'ai forcément envie de mettre en avant, parce que tous les films que j'ai dans mon cadre, en fait, le cadre dans lequel je filme, j'essaye de faire en sorte que ce soit des films un peu petits et des films que j'ai envie justement de faire découvrir à des gens. Des films pas trop connus. Babel, je me dis, Alejandro González Iñárritu, maintenant qu'il a un Oscar, a priori, il a plus trop besoin de personnes pour faire sa promo et pour faire découvrir ses films. C'est pour ça qu'il est un peu planqué, mais c'est quand même un film que j'ai dans mon cœur énormément et que j'aime énormément. Alors, il y a un film derrière la télé, là, et il sert surtout à faire en sorte que, quand on est un petit peu de biais, bah, il y a quand même, il n'y a pas que du blanc, quoi. Franchement, c'est une affiche de remplissage, hein, on va pas se mentir. Il s'agit de l'affiche de Strangers Pray at Night, qui avant était d'ailleurs bien placée sur mon mur d'affiche, que j'avais un peu prise par défaut parce qu'il fallait remplir mon mur de toute manière. C'est pas un film que j'ai détesté, attention. J'aime plutôt bien les films de ce réalisateur parce que je trouve que c'est des films d'horreur qui sont toujours extrêmement classiques et qui ne révolutionnent en rien le genre, mais qui sont très bien foutus. Et qui justement n'ont pas d'aspect prétentieux, ils n'essayaient pas de prétendre être autre chose que ce qu'ils sont. Ce sont des films d'horreur très classiques qui emploient un petit peu les codes vus et revus du cinéma d'horreur, mais qui sont de très bonne facture, qui sont très bien faits, qui sont très bien joués, qui sont très bien tournés, et en fait des fois c'est cool de voir des choses qui sont juste classiques et bien foutues. Et Strangers Pray at Night, il fait partie de ça. C'est un très bon slasher qui est basé en plus sur une histoire vraie, donc si jamais comme moi vous êtes très fan d'horreur, de true crime, de creepypasta et de trucs en tout genre, bah, c'est plutôt cool de voir une histoire dont on a entendu parler dans des podcasts de true crime et de le voir après porté sur le grand écran. C'est adapté de manière assez fidèle et franchement c'est un slasher classique mais tellement efficace. Moi c'est pas un film, c'est un film que je planque un peu parce que c'est pas un grand film, c'est pas le genre de film que j'ai envie de mettre hyper en avant, mais c'est un film dont je suis quand même heureuse de posséder l'affiche. Et je suis quand même heureuse de le voir, quoi, même si c'est un peu de biais et un peu caché. C'est un film qui me fait plaisir, malgré tout. Une autre affiche qui est un peu planquée, et un peu pour la même raison, c'est-à-dire que quand on est ici, sinon ça fait trop vide et trop blanc, et donc j'ai besoin d'avoir une affiche voilà, pour faire la transition, tout simplement. Il s'agit de l'affiche de Us, de Jordan Peele. Autant j'avais adoré Get Out, autant je trouve que Us est vraiment très très imparfait. Je trouve que narrativement il y a plein de choses qui vont pas. En fait Us, j'avais pris l'affiche parce que je trouve l'affiche absolument incroyable et magnifique. Mais malheureusement je trouve qu'elle n'est pas représentative du film et je trouve qu'ils ont mis en avant le moment de Us qui est le plus intéressant. Et une fois que t'as passé cette scène-là, bah en fait, Us, il est un petit peu oubliable et un petit peu bof et un petit peu décevant, surtout par rapport à Get Out, encore une fois. Je pense que malheureusement, ça fait partie de cet exemple de réalisateurs qui ont tapé tellement fort avec le premier film, qu'après, ben ils vont nous décevoir de film en film, pendant tout le long de leur filmographie. Et oui, je pense extrêmement à Shyamalan en disant ça. Donc c'est une affiche que j'ai énormément de plaisir à posséder pour la beauté de l'affiche en elle-même, mais pareil, c'est pas un film que j'ai énormément envie de mettre en avant. Si jamais par exemple j'avais un peu de place qui se libérait de ce côté-là, je sais pas, un peu de place ailleurs dans l'appartement, en fait vous le voyez pas, mais tout
les murs de l'appartement sont recouverts. De ce côté-là, il y a des posters, de ce côté-là, il y a un mur de bibliothèque, littéralement. Je crois que j'ai plus 1 cm² de libre dans mon appart pour accrocher des trucs. Mais si j'avais de la place, j'aimerais bien le mettre peut-être ailleurs pour pouvoir la mettre en valeur, parce que l'affiche en elle-même est cool. Le film ne m'a franchement pas ni marqué ni transcendé, c'est dommage. Ici, ça se voit pas trop, c'est un peu planqué, mais lorsqu'on est assis sur mon canapé, on le voit pas mal. Juste en dessous du Peuple Loup, il y a l'affiche de Dragon 3. La trilogie Dragon, je trouve que c'est une des meilleures du cinéma d'animation, de manière générale. Je trouve que chaque film est très cohérent. J'ai pas l'impression qu'il y ait un opus qui soit plus mauvais qu'un autre. Les trois abordent différentes thématiques et en plus des thématiques qui sont logiques puisqu'on suit le fait que le personnage, le héros, grandisse. Donc on grandit avec lui, on grandit avec ses thématiques, avec ses problématiques. Je trouve que c'est souvent très très bien animé, que c'est très très beau, le chara-design est vraiment très cool. C'est souvent très drôle aussi. Quand il y a des parties dramatiques, et ben ça fonctionne aussi très très bien. Je me rappelle que dans le 2, avec la mort du père, j'ai beaucoup pleuré parce que je trouve que cette scène est vraiment parfaitement bien dosée en termes de dramaturgie, elle est parfaitement bien écrite, elle est parfaitement bien mise en scène. Alors, c'est un peu planqué, hélas, mais ça fait quand même partie des films d'animation que je préfère, et je suis très contente d'avoir une affiche de ce film d'animation. Et enfin, nous avons juste à côté In the Fade de Fatih Akin, qui avant était en haut en fait, il était assez mis en avant. Mais exactement comme I Am Not a Witch et exactement comme Le Chant du Loup, ça fait partie des films que voilà, j'ai beaucoup vu l'affiche, je l'ai beaucoup vu et mise en avant et je m'en suis beaucoup rappelé. Donc maintenant, hélas, elle est un peu planquée, elle est un peu sur le côté là-bas. En plus, c'est une affiche que je trouve très belle, elle est très colorée, il y a ce côté un peu néon avec cette pluie qui tombe et puis Diane Kruger au milieu, je trouve que vraiment l'affiche est très très belle. Et In the Fade, c'est un film vraiment pas mal du tout, qui raconte la quête d'une femme, la quête de justice, la quête de vengeance d'une femme après que son mari et sa fille aient été tués dans un attentat commis par des personnes d'extrême droite. C'est un film assez complet, puisqu'il parle de la reconstruction et du deuil, il parle de la question du pardon ou du non-pardon face à des actes d'une telle gravité, est-ce que c'est possible de pardonner? Le personnage se pose la question, c'est intéressant. Ça parle aussi bien évidemment de la question de la justice et de la justice punitive, est-ce que la justice punitive ça fonctionne? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça permet quand on a vécu des événements traumatiques comme ça de les surpasser, de les surmonter? Est-ce que ça aide en fait à quelque chose? Est-ce que des personnes comme ça peuvent se réinsérer après dans la société? Ça pose la question du traitement médiatique aussi des choses, puisque c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée dans le film, et ça fait que les personnes durant le procès n'ont pas du tout un regard neutre sur les choses, il a forcément été biaisé par les médias. Enfin voilà, c'est un film très complet sur cette question-là, qui est vraiment très bien, vraiment un très bon film, un très bon thriller-drame, et qui a une conclusion, que je ne vous spoile pas, mais qui n'est pas du tout consensuelle, et qui n'est pas du tout... Je m'y attendais pas en fait, à ce qu'il se termine comme ça le film. Et c'était plutôt surprenant, plutôt intelligent, et très agréable de voir un film comme ça qui justement ne termine pas sur quelque chose d'un peu cucu et gnangnan. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'intégralité des films sur mon mur d'affiches. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, pour conclure cette vidéo, je vous en avais parlé au début, j'ai décidé de faire un giveaway des affiches que j'ai décidé de retirer définitivement de mon mur. Donc, comment ça va se passer pour le giveaway? Je vais tout simplement là juste après vous faire la liste des affiches qu'il va y avoir. Il suffira que vous m'indiquiez tout simplement en commentaire quelle est l'affiche qui vous intéresse avec un moyen de vous contacter. Donc par exemple, mettez-moi votre pseudo sur Insta ou votre pseudo sur Twitter, que je puisse par la suite revenir vers vous si vous avez gagné. Et ensuite, je ferai un tirage au sort tout simplement. Ne me mettez pas d'adresse mail dans votre commentaire tout simplement parce que vous risquez ensuite d'être récupéré par des personnes qui vont vous faire des spams en fait. La première affiche que j'ai à vous donner, il s'agit de l'affiche de Fleuve Noir. Alors je vais être tout à fait honnête, hein, il y a des affiches, là par exemple elle est un peu abîmée, elle est un peu déchirée. Il y a de la pâte à fixe que j'ai pas forcément réussi à enlever sur toutes les affiches, donc je vous dirai les défauts au fur et à mesure. Donc ici, à part ça, sinon elle est en plutôt bon état, bon il y a la pliure du milieu, mais voilà. Fleuve Noir d'ailleurs, c'est un film, j'ai l'impression que Antoine et moi, on est un peu les seuls à avoir vraiment apprécié ce film. J'ai même vu des gens le qualifier de nanar à la française. Je comprends pas trop pourquoi, parce que moi franchement je trouve que c'est un
un bon film noir, sympa. Je trouve que Romain Duris et Cassel, ils font vraiment le taf. Mais je vous avoue qu'en fait, je l'enlève parce que j'ai pas envie d'avoir la tronche de Vincent Cassel sur mon mur maintenant, parce que je sais que c'est un peu une ordure, et ça me fait un peu du mal de le voir tous les jours. Voilà. Mais sinon, en termes de film pur, bah, je l'ai bien aimé. Donc, Fleuve Noir à donner. Ensuite, une affiche qui est plutôt en bon état, les coins sont pas abîmés, alors il y a juste des vieux restes de pâte à fixe, mais franchement, ici vous avez un petit peu des... c'est très légèrement blanchi, mais sinon elle est en plutôt bon état. Une affiche de Dragon Rouge, donc la suite de Silence des Agneaux. Voilà, avec aussi Anthony Hopkins. Un film que j'aime vraiment bien, mais tout simplement j'avais pas forcément envie d'avoir l'affiche, mais si ça vous intéresse, je vous la donne. Une très chouette comédie française que j'ai franchement beaucoup aimé, mais bah voilà, il y a un moment, fallait faire du tri, fallait enlever des trucs, donc j'ai enlevé celle-ci, En Liberté. Donc il y a un très léger petit trou ici avec un coin qui est plié, et ici un coin qui est abîmé aussi. Ça, je me rappelle que c'était d'origine. Sinon, j'ai l'impression qu'elle est plutôt en bon état. Donc voilà, En Liberté, je vous la donne aussi. Si vous ne l'avez pas vue, c'est une chouette comédie et il y a Adèle Haenel, donc juste pour ça, ça vaut le coup de le regarder. Ah, ça c'est une affiche dont je me débarrasse avec plaisir parce que j'ai pas du tout aimé le film. Donc là, elle est un peu abîmée sur le dessus. On voit qu'elle a un petit peu des traces blanches. Il y a comme d'habitude les histoires de pâte à fixe sur les coins, mais sinon il n'y a pas de déchirure ou de choses comme ça. Il s'agit de l'affiche de Live by Night, film de genre qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, qui avait eu pas mal de succès au moment où il est sorti. Moi franchement j'ai pas du tout aimé, je trouve que c'est un film qui n'a aucun intérêt. Et c'était une affiche qu'on avait pris à la base... Pardon, je commence vraiment fatiguée. Qu'on avait pris à la base, c'était Antoine en fait qui la voulait, puis finalement, les années passant, il s'est dit qu'on a largement assez d'affiches, et celle-là il accepte de s'en débarrasser, donc c'est lui qu'il faut remercier sur ce coup-là. Alors, je crois qu'elle est plutôt en bon état, à part ces histoires de traces de pâte à fixe dans le derrière, bon, il n'y a pas vraiment d'histoire de déchirure et tout. Cette affiche, c'est un peu drôle. En fait, je l'avais récupérée avec History of Violence, avec Babel, avec Dragon Rouge. C'était quelqu'un qui revendait certaines de ses affiches à lui, et lorsque j'ai vu Le Cercle, ben moi je pensais Le Cercle, le film d'horreur, le cercle de Gore Verbinski, et donc lorsque je me suis retrouvée avec ça, qui est un film que je n'ai pas vu, qui paraît-il est très bien d'ailleurs, mais qui est un film que j'ai pas vu, ben je vous avoue que je me suis sentie un peu con. Donc en fait, il faisait partie des affiches qui étaient complètement planquées à l'époque, et il était là-bas, tu vois, pour faire en sorte qu'on le voit pas, parce qu'en fait, bah, c'est un film que j'ai pas vu, donc c'est un peu con d'avoir cette affiche. Mais voilà, maintenant si ça vous intéresse, il est à vous. Alors, l'affiche de Paranoia, pareil, il y a ces histoires de pâte à fixe, mais j'ai l'impression que sinon elle est pas abîmée. Donc Paranoia, un film de Soderbergh, un thriller que je trouve franchement assez efficace et intéressant, que je trouve vraiment pas mal. Et ça parle de l'histoire d'une femme qui va être internée en hôpital psychiatrique, puisqu'elle a l'impression que son ex, qui est un abuseur et un harceleur, la suit partout et a fait en sorte qu'elle soit internée contre son gré dans cet hôpital-là. Et tout le film consiste à voir si jamais c'est vrai, si elle est vraiment folle, ou bien si elle est vraiment manipulée. Franchement, c'est un très bon thriller, je l'aime vraiment bien. Après, voilà, de là à voir l'affiche, peut-être pas. Et puis, elle a fait son temps. Il était sur mon mur depuis un moment, donc... Voilà. Ah, là, une assez grande déchirure, mais qui, franchement, se voit pas, en fait, une fois que le film est accroché, ça se verra pas, parce que c'est pas déchiré, genre il manque pas une partie. Bon, il y a ces histoires de traces de pâte à fixe, encore une fois, mais sinon l'affiche est plutôt en bon état. L'affiche de Live by Night, c'est la toute première affiche de cinéma que je me suis achetée. Donc je suis un peu attachée, un peu nostalgique, mais en même temps c'est un film que je trouve sympa, hein, très sympa. C'est un film fait par Ben Affleck, c'est un film qui se déroule un peu dans une ambiance à la LA Confidential, mais je pense qu'il m'a pas assez marqué pour que je le garde dans mon mur d'affiches, et surtout ça fait des années et des années et des années que je l'ai, et je me dis qu'il est temps qu'il trouve une nouvelle maison qui rende heureux quelqu'un d'autre. Voilà. Donc si un des films que je vous ai cités vous intéresse, n'oubliez pas, vous me mettez en commentaire quelle affiche vous intéresse, avec un moyen de vous joindre, et ensuite... Une fois que j'aurai fait le petit tirage au sort, etc., je reviendrai vers vous pour l'adresse et je vous enverrai ça avec grand plaisir. Si
jamais ça peut rendre quelqu'un d'autre content, bah tant mieux. Et si jamais plusieurs affiches vous intéressent, n'hésitez pas aussi, hein, je peux vous envoyer plusieurs affiches d'un coup. Comme dit, après ce sera du tirage au sort, mais si même il y a tout qui vous intéresse, n'hésitez pas, voilà, il n'y a pas de problème. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'aime beaucoup, moi, regarder des formats longs sur les autres chaînes, alors j'espère que vous aurez eu plaisir à regarder ce format long avec moi. Comme d'habitude, si ce que je vous intéresse et ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à en parler autour de vous, parce qu'il n'y a que avec le bouche à oreille que ma chaîne pourra grandir, et en particulier sur mes émissions, les 3 émissions que j'essaye vraiment de mettre en avant, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et comme d'habitude, je vous retrouve à la semaine prochaine, cette fois-ci pour une vidéo dessin, et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Et je vais aller boire un très grand verre d'eau parce que je n'ai plus de voix. Salut!